Quel type d'apprentissage nos élèves, nos apprenants du préscolaire, primaire, secondaire 1, secondaire 2, enseignement technique, enseignement général, enseignement supérieur, de quel type d'apprentissage ils ont besoin pour être des solutionneurs de problèmes? C'est la question qui nous réunit cet après-midi autour de l'émission Débat Éducation. Et l'intérêt porté par le monde aux mathématiques, aux sciences et technologies montre que le système éducatif togolais doit amener la plupart de nos enfants à s'accrocher, à s'intéresser, à être beaucoup plus motivés pour les mathématiques, les sciences physiques et la technologie. Ce faisant, ils sortiront demain comme entrepreneurs et non des demandeurs d'emploi. Une étude réalisée par le gouvernement à travers le secrétariat technique permanent du plan sectoriel de l'éducation sur le parcours des sortants du système a révélé que 73% des étudiants des deux universités publiques Kara et Lomé ont opté pour des filières moins porteuses. Moins porteuses signifie qu'ils n'ont pas beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre dans ces filières. Et ces filières sont lesquelles? Administration, droit, art et lettres, et que sais-je encore. Vous comprenez clairement que les signaux sont là. Qu'est-ce que nous allons faire finalement? Quelle information nous devons donner et quelle orientation donner aux parents et aux apprenants pour qu'ils comprennent que les données ont changé et que nous devons changer notre fusil d'épaule, comme on le dit d'habitude. Alors, au cours donc de cette émission, nous avons décidé véritablement au cours de cette année, dans cette émission qui, nous l'avons déjà annoncé, sera bimensuelle, nous avons décidé de braquer nos caméras directement dans les salles de classe pour voir ce que les apprenants apprennent, ce que nos enfants apprennent dans les sciences, maths, technologie et leurs applications, bien entendu. Donc, au cours de cette émission, notre randonnée nous a conduit dans une école innovante. Vous avez eu écho déjà il y a 3 semaines, c'est l'école, l'Observatoire panafricain de l'école Ede Bétier qu'un patriote, un Togolais a créé, et vous allez là-bas, vous serez surpris. Et donc c'est leurs enfants que nous sommes allés voir. En tout cas, les enfants qui se sont inscrits, les élèves qui sont inscrits dans cette école, c'est vers eux que nous avons braqué nos caméras et on vous fera découvrir des choses merveilleuses au cours de cette émission. Débat thématique avec un invité, c'est dans un instant après ce générique. Alors, fidèles téléspectateurs, je reçois pour vous dans le débat thématique l'invité, M. Afanou, c'est lui le fondateur. On va
le découvrir dans son parcours dans un instant. Dans son école, qu'est-ce que nous avons pu voir et que nous allons vous présenter au fur et à mesure que nous serons en train de dérouler cette émission? Eh bien, nous allons découvrir d'abord le fonctionnement de l'électrolyse de l'eau et ses applications dans la vie. On va voir une démonstration faite par un élève sur la poussée d'Archimède que nous on a appris par un schéma sur un tableau, puisqu'il n'y avait pas de matériel pour nous faire la démonstration, ce qui est d'ailleurs le cas même dans beaucoup d'écoles aujourd'hui. On va également évoluer jusqu'à voir un des élèves dans cette école qui a acquis des compétences techniques et technologiques à travers des programmes pour apprendre, pour mieux apprendre certaines leçons. Et on verra également la production ou la fabrication, j'allais dire, par les élèves et leurs enseignants de cette école, un feu tricolore, mais avec des accessoires qui permettent de répondre à des besoins précis, ce que nous ne voyons pas au niveau des autres feux rouges, vous voyez, et enfin le système de passage à niveau. Alors, voilà un peu le schéma, le programme, les points que nous allons développer au cours de cette émission. Alors, monsieur Afamou, bonsoir. Bonsoir Marcel Toyi, bonsoir tous les téléspectateurs de la TVT. Très bien. Alors, vous êtes basé en Belgique, puis vous avez fait presque 17 ans, ou même au-delà d'ailleurs. Tout à fait. Qu'est-ce que vous enseignez là-bas? Je suis à Bruxelles depuis un peu plus de 26 ans, où j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en électromécanique, et puis j'ai fait un doctorat en sciences de l'éducation. J'ai donné des cours de physique et de technologie, c'est-à-dire au collège, au lycée, à l'université. D'abord dans un institut technique, et puis dans une haute école où j'ai eu à charge des ingénieurs en 4e année et 5e année. C'est plutôt là que j'ai passé une grande partie de ma carrière d'enseignant. J'ai eu à donner des cours de mécanique appliquée, résistance des matériaux, organes des machines, gestion de la production. Voilà, à l'ISTE, voilà, c'est là où j'ai passé une grande partie de ma carrière, et je dirais que c'est depuis mon entrée en Belgique, 2 ans à peine, que j'ai commencé en fait à réfléchir sur le projet OPEP. Ok. Alors, tout ce parcours vous a permis de faire la comparaison entre le système éducatif, en tout cas la qualité de l'éducation en Europe, et celle que nous avons aussi en Afrique, et particulièrement au Togo, et c'est ça qui vous a amené à créer l'école OPEM. Alors, avant que nous ne commencions à projeter ce que nous avons découvert auprès de vos enfants qui ont fait certaines démonstrations dont je viens de parler tout à l'heure, alors dites-nous aujourd'hui, après la comparaison, et quel est selon vous le type d'enseignement qu'il nous faut dans le contexte actuel? Voilà, je dirais que la comparaison va même au-delà de la structure éducative, de la structure école. Moi, ce qui me rend malade, c'est que chaque fois que je viens en Afrique, pas seulement au Togo, mais dans n'importe quel pays africain, je suis meurtri par l'état de délabrement de nos continents, de notre continent, de nos pays, par rapport à ce qui se passe dans les pays dits développés. Et c'est ça qui m'a posé la question de savoir, mais comment se fait-il que les pays africains sont aussi sous-développés et que, objectivement, les bases de développement ne sont pas posées? Et comment est-ce que les pays européens, américains et puis récemment asiatiques et indiens ont fait pour arriver en fait au développement industriel? Donc, en faisant cette analyse, je me suis rendu compte que c'est l'école et surtout l'enseignement qualitatif des sciences est fondamentalement la base du développement. Parce que pour développer, il faut avoir la ressource humaine. Mais malheureusement, la ressource humaine, ce ne sont pas les hommes et les femmes qui peuplent un pays ou un continent, mais c'est ce que ces hommes et ces femmes ont dans leur tête, ont dans leur mémoire. C'est la matière grise en fait. Et cette matière grise ne se forge nulle part ailleurs qu'à l'école. Donc la question c'est de savoir quel type de ressources humaines nous formons dans nos pays pour répondre aux défis que nous devons relever. Voilà, pour répondre en fait aux besoins de nos pays et pour relever
relever les défis qui sont grandissants et qui sont même inquiétants. Parce que l'Afrique, le Togo fait partie, fera face en fait à certains défis qui sont des défis conséquents. Plus de 60% de la population africaine a moins de 35 ans. Et ça, c'est inquiétant parce que dans 30 ans, que deviendra cette population et est-ce que nous avons mis en place des dispositions pour que les jeunes trouvent de l'emploi? C'est ça qu'il s'agit de l'emploi. Les problèmes de santé, les problèmes de logement, les problèmes de déplacement, tout ça trouve en fait sa solution dans le cadre, voilà, le problème de sécurité, voilà, le problème de sécurité. Ça, c'est très important aussi parce que l'enfant qui n'est pas instruit est vite happé par des propositions, je dirais, diaboliques en fait. C'est ce genre de propositions qui entraînent vers le djihadisme, etc. Mais un enfant qui va dans une école et qui est content d'aller à l'école et qui apprend, et qui s'épanouit dans son système éducatif ne sera jamais drainé vers ces mauvaises voies. Voilà, ça c'est un point très important. Alors, je crois que le décor maintenant est planté. On va vers l'OPEP où nous sommes allés voir une démonstration de l'électrolyse. On reviendra juste après avoir suivi le sujet. On va revenir pour que vous nous expliquiez davantage les applications de l'électrolyse dans les usines, en tout cas dans la vie pour répondre à quels besoins. Puisque généralement, ce que nous, on n'a pas souvent dans notre système éducatif, beaucoup d'enseignants n'ont pas été formés pour faire l'apologie de leur matière, pour monter les applications de ce qu'ils enseignent aux enfants. Ça fait que les enfants sont moins motivés. Tout à fait. Moins motivés. Et donc, fidèles téléspectateurs, nous allons marquer juste une pause pour vous permettre de suivre la démonstration faite par un élève dans l'école créée par M. Afanou Opem, qui a démontré, qui a fait de toute façon l'expérience de l'électrolyse de l'eau. À Opem, nous on fait de la manipulation, ce qui n'est pas fréquent dans les écoles classiques. Donc en physique, en 4 heures, nous avons fait de l'électrolyse de l'eau. Donc nous avons démontré comment ça se fait, les manipulations, l'aspect pratique, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'électrolyse de l'eau dans la vie pratique. Donc je vais laisser la place à mon élève fidèle Kwasi de vous présenter les manipulations sur l'électrolyse de l'eau et les applications pratiques. Bon, je vais vous présenter la pratique ou l'expérience de l'électrolyse de l'eau. C'est un cours qui se fait en physique-chimie, en 3e, mais ça se fait théoriquement. Mais là, je vais faire la pratique. Pour le faire, j'ai besoin des matériaux qui sont ici. Il y a le générateur pour 4 piles, les 4 piles de 1,5 volts. Le support d'électrolyseur, l'électrolyseur avec 2 électrodes, un interrupteur, des fils conducteurs, et tube à essai. J'ai besoin d'un bécher rempli d'eau, de l'eau de soude et de la soude en poudre, du multimètre. Les matériels qui sont ici, certains sont importés et certains ici, on peut les fabriquer au Togo. Exemple, le support d'électrolyseur avec le plastique qui est à l'intérieur, avec le support pour les tubes à essai. On va mettre en évidence la formation des 2 gaz, l'oxygène et l'hydrogène. Donc ici, on a la formation de l'oxygène et ici, on a la formation de l'hydrogène. Maintenant, on va mettre en évidence leur présence. Pour ce faire, on prend le test tube, le tube à essai qui contient l'hydrogène. On approche de la flamme. Donc on a une petite donation, ce qui veut dire que c'est l'hydrogène qui est là. On va rincer une deuxième fois. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on a la formation de l'hydrogène. Donc pour mettre en évidence l'oxygène, on va approcher une bûchette d'allumette presque éteinte. Et on remarquera qu'il y aura une réanimation de la flamme. Tout ça, non. Donc, ah oui, c'est ça. La flamme continue. La bûchette continue de brûler. Ce qui veut dire qu'on a eu de l'oxygène dans ce tube à essai. Donc là, on conclut que l'eau est formée de 2 gaz, l'hydrogène et l'oxygène.
Bon, je vais mettre l'équation bilan au tableau. Il a dit, il lui a fallu du matériel, ça lui a facilité la compréhension. Alors, comment vous êtes arrivé à faire en sorte que les enfants 5e, 4e puissent maîtriser si facilement et à partir de là, ils puissent formuler, présenter les formules au tableau? Voilà. En fait, la base de l'enseignement qualitatif des sciences, ce ne sont pas des matériels. En fait, il y a deux éléments fondamentaux qui conduisent en fait à l'enseignement qualitatif des sciences. Le premier élément qui est très déterminant, c'est l'expertise, c'est-à-dire le savoir. C'est le deuxième qui est le matériel. Si vous avez l'expertise, vous pouvez fabriquer le matériel. La plupart du temps, on dit qu'on n'a pas du matériel, mais c'est faux. Moi, quand j'ai donné cours à Bruxelles, la plupart du matériel que j'ai dans le laboratoire est fabriqué par les collègues en fait, et par moi-même. Donc, le matériel que vous avez vu et que Fidèle a utilisé, en grande partie, est fabriqué à Baguida, fabriqué à OPEM en fait. Vous avez vu le support, l'électrolyseur que j'ai percé et qu'on a mis des mines de crayon là-dedans et on a juste collé. Le porte-piles, c'est vrai qu'on l'a acheté, mais vous pouvez fabriquer des porte-piles très classiques en fait au Togo, ça peut se fabriquer n'importe où. Le multimètre, c'est pas fondamentalement nécessaire. Un interrupteur, nous en fabriquons à OPEM en fait. Donc, tous les matériels que vous avez là sont des matériels qu'on peut retrouver dans n'importe quelle ville et village en fait au Togo. Alors, quelles sont les applications de l'électrolyse, la démonstration faite par des Voilà, l'électrolyse, c'est un cours qui se donne en 3e et qui permet de décomposer de l'eau. Mais l'élève qui a fait la démonstration n'est pas encore en 3e? Non, il n'est pas encore en 3e. Il n'est pas encore en 3e parce que nous prenons de l'avance en fait sur le programme. Il est encore en 4e sciences et technologies. Donc, il s'agit de décomposer de l'eau ici en 16 éléments simples, en oxygène et en hydrogène. Dioxygène et hydrogène. Mais ce cours est fondamentalement théorique et l'enfant ne sait pas de quoi on parle. Dans la plupart des écoles, on écrit la formule, mais c'est quoi l'oxygène? C'est quoi l'hydrogène? Ça sert à quoi l'oxygène? Ça sert à quoi l'hydrogène? La décomposition de l'eau en 16 éléments simples, ça me permet de faire quoi? Voilà. Donc, décomposer, d'abord, ça permet à l'élève, en manipulant, de comprendre la science, de comprendre ce chapitre, d'acquérir cette compétence d'une façon pratique. Nos élèves n'ont pas besoin fondamentalement d'étudier avant d'avoir ne fût-ce que 60% du point nécessaire parce qu'ils ont manipulé eux-mêmes. Donc, la première chose que nous cherchons, c'est que l'enfant acquiert des compétences pratiques. Ça, c'est un. Mais notre processus, ce n'est pas seulement, ça ne s'arrête pas là. C'est d'utiliser cette compétence scientifique pour pouvoir concevoir des dispositifs technologiques et utiliser cette technologie pour faciliter l'existence dans la vie. Et donc, fabriquer l'oxygène et l'hydrogène, c'est déterminant. Parce que nous avons un combustible et un comburant. Voilà. L'hydrogène, par exemple, c'est un combustible qui est très utilisé et qui est très utilisé actuellement, surtout qu'on va vers un environnement sain. En Grande-Bretagne, par exemple, on développe plusieurs voitures qui sont des voitures purement pilotées par l'hydrogène. Et il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas de carburant. Le carburant, en fait, c'est l'hydrogène, en fait, l'hydrogène est à la base de la bombe H. Donc, l'hydrogène est confiné dans une mousse et c'est ça qui fait avancer la voiture. Ce qui fait que quand vous mettez un verre à boire derrière le pot d'échappement, l'eau qui sort du pot d'échappement, vous pouvez le boire parce que c'est purement de l'eau, en fait. Voilà. Donc, ça, ce n'est qu'une application, en fait, de l'hydrogène, de la fabrication de l'hydrogène. L'oxygène est un comburant très puissant et également utilisé dans le domaine de la réanimation. Voilà, dans les hôpitaux. À l'hôpital, voilà, on réanime les malades. Tout à fait, tout à fait. Bon, donc, l'enfant qui fabrique ces genres de matériel, et nous, ça, c'est juste ce que vous avez vu, c'est démonstratif, c'est scolaire, mais notre objectif, nous sommes en train de préparer actuellement un équipement pour pouvoir fabriquer l'oxygène et l'hydrogène à titre professionnel, en fait, pour pouvoir vendre à la pharmacie ou à des hôpitaux. Notre objectif, c'est de lier l'enseignement à la production. Quand l'enfant va à l'école, il doit penser automatiquement à la production. Le savoir qu'il acquiert, qu'est-ce que ça peut m'apporter quand je vais aller à l'industrie? Et aller à l'industrie, pas chercher du travail, mais plutôt créer du travail. Alors, ça veut dire que derrière, il y a l'esprit d'entrepreneuriat. Fondamentalement. Aujourd'hui, je suis surpris de voir des gens qui vont jusqu'à l'université, même une licence et un master, mais après, je vais aller faire un stage, on n'a pas besoin de ça. Toute la formation doit se faire au niveau de l'éducation. On peut faire une formation pour se réorienter vers une autre branche, mais si je veux travailler, par exemple, comme chimiste, comme pharmacien, comme électronicien, comme mécanicien, tout le cursus scolaire doit être, doit trouver sa place dans le système éducatif, en fait. Ouais. Ok. De l'électrolyse de l'eau, nous allons maintenant à la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, pour ceux qui ont pu fréquenter pour dépasser la classe de 4e, eh bien,
vous avez vu les démonstrations schématiques que le professeur a toujours fait au tableau sans qu'on ait eu la chance de manipuler. Et dans cette école, nous avons suivi 2 élèves, vous allez les voir tout à l'heure. On va vous présenter la poussée d'Archimède, les effets de la poussée d'Archimède. Donc, ici, les élèves, c'est les élèves seuls qui travaillent. On fait la théorie d'abord et après, maintenant, les élèves vont maintenant faire face à la pratique. Donc, pour qu'eux-mêmes, ils comprennent ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont lu dans le cahier. Pour réaliser la poussée d'Archimède, on a besoin d'un support, un dynamomètre. Le dynamomètre sert à mesurer le poids. Le poids est en newton. Si on a le poids newton, si on a un bécher contenant un tube pour évacuer l'excédent d'eau, si on a le solide que l'on va utiliser, un autre bécher pour recueillir de liquide déplacé sur le bécher contenant de l'eau. Tout d'abord, nous allons placer le bécher avec un tube sur le support, placer l'autre bécher en dessous du tube et verser de l'eau à l'intérieur. Nous versons l'eau pour que l'eau se stabilise à la hauteur du tube. Comme ça, nous pouvons effectuer notre réalisation. Maintenant, nous allons peser le poids du solide. Ici, le poids est en newton. Donc, on voit bien que c'est à 0. C'est à 0. Donc, la distance entre deux petites gradations, c'est de 0,4 en 0,4. Donc, on va mettre. Donc, on voit que ce n'est plus à 0, mais ça a augmenté, c'est de 2,8 newtons. Donc, le poids réel du solide à l'air libre est de 2,8 newtons. Donc, maintenant, nous allons peser son poids en l'immersion dans l'eau. Là-bas, nous allons voir le poids apparent, P'. On voit qu'il y a un excédent d'eau qui s'échappe du tube. Donc nous allons attendre que l'excédent d'eau coule. Après cela, nous allons voir le volume du liquide déplacé. Ici, on a le poids apparent. Le poids a diminué. Ce n'est plus 2,4 newtons, mais c'est 2,2 newtons. Donc ça, c'est le poids apparent, 2,2 newtons. Donc, après que l'excédent d'eau est coulé, on calculera la poussée d'Archimède. Donc, pour calculer la poussée d'Archimède, il y a 2 formules. La première, c'est le poids réel moins le poids du solide immergé. Ici, je vais calculer la poussée d'Archimède grâce au poids réel qui est 2,8 newton au TP et au poids apparent qui est de 2,4 newton au TP'. Donc, pour calculer la poussée d'Archimède, nous allons faire P qui est le poids réel moins P' qui est le poids apparent. Dans la vie, la poussée d'Archimède nous sert souvent à faire beaucoup de choses. Exemple, les bateaux. Des fois, nous nous demandons pourquoi les bateaux ne coulent pas alors que les bateaux peuvent contenir plusieurs conteneurs qui sont très lourds. Donc, c'est grâce à la poussée d'Archimède que les bateaux évitent de couler. Nous avons aussi les ascenseurs à bateau. C'est grâce à la poussée d'Archimède qu'on a les ascenseurs à bateau. C'est basé sur ce principe. Voilà, M. Afanou, voilà, c'est la deuxième expérience que nous avons vue dans votre école. Il faut dire que tout ce matériel que vous avez vu, il n'y a que le dynamomètre que nous avons acheté. Le dynamomètre, je dirais encore, parce que nous allons le fabriquer, ce dynamomètre nous-mêmes en fait. La notion de poussée d'Archimède paraît très abstrait pour les élèves. C'est un cours de la 4e qui a des applications, plusieurs applications. Les élèves l'ont dit, la manière dont fonctionne le bateau qui prend des conteneurs, des tonnes de conteneurs, on ne comprend pas comment se fait-il que le bateau ne s'immerge pas dans l'eau. Tout à fait. C'est une des applications. Ce n'est qu'une des applications. Quelques autres. Il y a Ingrid et Bénézet qui ont fait cette expérience. Ils ont fait donc des recherches. La flottabilité, même un nageur qui se trouve dans de l'eau, c'est grâce à la poussée d'Archimède qu'il reste au-dessus. Il y a l'application la plus importante que moi je connais en dehors des bateaux, c'est les ascenseurs à bateau. Je viens en Belgique où la Belgique est
je dirais, l'un des pays, sinon le pays qui a inauguré les ascenseurs à bateau de Strépitieux. Nous avons en Afrique des écluses, c'est-à-dire des cours d'eau qui, à un moment donné, donnent des cascades. Et puis les cours d'eau en bas continuent encore et donnent encore des cascades, ainsi de suite. On a parfois 3, 4, voire 5 cascades sur un cours d'eau qui peut faire peut-être même 50 km. Les cours d'eau en Occident, ce sont des voies, des chemins très importants utilisés par les bateaux. Maintenant, si le bateau ou la péniche arrive jusqu'au niveau de cascade, comment est-ce qu'il va faire pour faire une délibération de 100 mètres? Voilà, la poussée d'Archimède est une solution à cela. D'accord. Est-ce que les professeurs viennent se renforcer chez vous sur tout le matériel que nous avons vu dans cette école-là? Oui, tout à fait. Nous recevons plusieurs professeurs, je ne vais pas citer des écoles ici, mais nous recevons plusieurs professeurs des lycées, des collèges, des sciences et technologies, sciences physique, mathématiques, chimie, SVT, qui viennent de Lomé, parfois jusqu'à Tivier, suivre des formations pour mieux donner cours et aussi pour fabriquer du matériel que nous avons en fait à notre disposition. Ok. On va maintenant, fidèles téléspectateurs, à la troisième expérience faite par une élève concernant la combustion du soufre. La combustion du soufre, alors M. Afanou nous dira un peu les applications, pourquoi c'est important, par exemple, cette expérience, ce cours-là, dans le programme de 6e. Je suis en 5e SPOPEL. Aujourd'hui, je vais vous présenter la combustion du soufre. C'est un cours qui se fait en 6e. C'est le deuxième chapitre de la chimie. Pour le faire, on a besoin de la solution de permanganate de potassium, on a besoin de l'eau, on a besoin du briquet à gaz, on a besoin du bocal, on a besoin aussi du soufre, et puis on a besoin du cachemire. Maintenant, je vais verser la solution de permanganate de potassium dans le bocal. Ensuite, je vais mesurer l'eau. Ça donne 30 millilitres. Ensuite, je laisse dans le bocal. Ensuite, je prends le cachemire. Je prends le soufre. Maintenant, je vais brûler le soufre. Ça dégage une odeur suffocante. On constate qu'il y a une flamme bleue dans le bocal. Et une fumée blanche qui se dégage. L'équation bilan de la combustion du soufre est plus le dioxyde plus le dioxygène donne je constate que la solution de permanganate qui était est devenue claire et nébuleuse. Cette expérience nous permet de voir s'il y a le dioxyde du soufre dans le bocal. On vient de le voir, la fille a fait la démonstration et on se rend compte que dans le bocal, après que le soufre est brûlé, eh bien, la couleur de l'eau a changé. Voilà, tout à fait. La démonstration que Octavia vient de faire est une démonstration qui en fait me pose beaucoup de questions. Parce que tout le matériel que vous avez vu là, 100%, ce sont du matériel qu'on peut fabriquer au Togo, trouver dans n'importe quelle école en fait au Togo. Et ça, je suis étonné que cette manipulation ne se fait pas dans les lycées, même pas dans les collèges en fait. Chaque école doit pouvoir disposer de ce matériel parce qu'il n'y a rien de particulier et de je dirais d'étrange à acheter à l'extérieur en fait pour ça. Mais
L'autre chose, c'est que le soufre se vend dans tous les marchés. À 200 francs, vous avez du soufre en fait. Et le permanganate de potassium qu'elle a utilisé, c'est dans les pharmacies. Avec 300 francs, 400 francs, vous avez du permanganate de potassium également. Bon, nous avons un identifiant pour les gaz. On peut avoir plusieurs gaz, du CO2, du monoxyde de carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, du dioxyde de soufre. Mais ces gaz, comment les identifier? Comment est-ce que je peux savoir que c'est du dioxyde de soufre, ce n'est pas de l'oxygène, c'est de l'hydrogène, c'est du monoxyde de carbone? Donc ces gaz ont des identifiants. Donc quand on a brûlé le soufre, dès qu'on a commencé la combustion, on met l'ensemble dans le pot et donc on a obtenu une fumée blanchâtre ou blanche en fait. Et on s'est rendu compte que quand on barbote un tout petit peu la fumée dans le permanganate de potassium, le permanganate de potassium se décolore. Donc le permanganate de potassium est donc un indicateur qui nous atteste que le gaz que nous avons obtenu, c'est du dioxyde de soufre. Et ça, c'est un élément très important. Si nous nous trouvons dans un environnement où nous avons un gaz, il suffit de et que nous doutons, parce que le dioxyde de soufre est toxique. C'est pour ça que vous avez vu Octavia porter ses masques. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Nous appliquons toutes les normes, les réglementations de la sécurité en matière de laboratoire. Et donc, si vous avez un gaz dans un environnement et que vous doutez, est-ce que c'est du dioxyde de soufre ou pas, il suffit de prélever un échantillon de ce gaz et de le barboter dans du permanganate de potassium. Vous saurez si c'est du dioxyde de soufre, le permanganate de potassium va se décolorer. Alors, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous êtes en train de nous suivre dans les applications des sciences et technologies, les démonstrations faites par nos élèves, les élèves à OPEM. Et on évolue. Nous allons maintenant suivre une application des sciences et technologies. Un élève a conçu un programme en informatique. Il a conçu un programme pour apprendre les capitales des pays de la CEDEAO. Comment il a procédé et quel résultat auquel il est parvenu? Eh bien, nous allons le suivre ensemble. Ce que Ryan va montrer ici, c'est le complément du renforcement scientifique qui est en fait la particularité de OPEM. Nous suivons ce que nous faisons ici, nous suivons le programme togolais dans notre système d'enseignement. Il faut noter que la façon d'enseigner est différente, mais en dehors du programme togolais, nous avons par classe 7 heures de renforcement scientifique, qui est le programme français. Donc ces 7 heures sont réparties comme suit. Il y a 2 heures de programmation, c'est de la programmation appliquée, 2 heures de technologie. Donc Ryan va vous montrer les 2 heures, ce que nous faisons durant la programmation et ce que nous faisons durant les 2 heures de technologie. Les 3 heures restantes sont des 3 heures de laboratoire qui permet à l'enfant de comprendre beaucoup plus aisément tous les concepts de physique, de chimie, de mathématiques, de SVT. Donc voilà, l'élève va vous présenter le programme qu'il a réalisé en informatique et puis après, il va vous montrer des pièces qu'ils ont dessinées en 2D puis en 3D en technologie appliquée. Je suis élève à OPEM, 4e sciences technologies. Je vais vous montrer le programme que j'ai fait en informatique avec le logiciel Scratch, qui consiste à réviser les capitales des 15 pays de la CEDEAO. Ça, ce sont les scripts du programme. Ce sont encore des données que je donne au logiciel pour exécuter mon programme. Quelle est la capitale du Togo? Quelle est la capitale du Bénin? Je vais faire exprès de fausser. Le programme, quand je fausse, le programme me demande de réessayer. Quelle est la capitale du Bénin encore? Et non, je vais encore fausser la deuxième fois. Je vais écrire de n'importe quoi. Désolé, tu as perdu, mais ta réponse est Porto Nouveau. Donc ça veut dire que le programme là-bas me corrige et ne me donne pas le point parce que j'ai donné une fausse réponse. Non, quelle est la capitale du Burkina Faso? C'est de permettre aux autres élèves de facilement réviser les capitales des 15 pays de la CEDEAO. Ça, c'est le logiciel AutoCAD. Ça permet de faire beaucoup de dessins, des dessins techniques, des dessins de pièces mécaniques en 2D ou en 3D. Ça, c'est une pièce qu'on a dessinée en cours de technologie à OPEM. Pour arriver à dessiner cette pièce, il faut d'abord apprendre à se servir des commandes et des outils en AutoCAD. En AutoCAD, il y a beaucoup de commandes et d'outils que vous pouvez voir ici. Il y a Line,
qui permet de faire tracer des lignes. Permet de tracer des lignes. Ça, par exemple, c'est pour copier. Il y a cercle qui permet de tracer des cercles. Il y a aussi rectangle ici qui permet de dessiner un rectangle et tout ça. Il y a aussi quelques commandes ici. Par exemple, ça c'est pour faire bouger une pièce. Ça c'est pour copier quelque chose. Je clique ici par exemple, je fais entrer. Et je peux copier ça pour venir ici. Ici encore et ici encore. Ici, ce sont des layers. Ce sont des entités qui permettent de tracer des lignes. S'il y a une pièce dans une pièce, pour le dessiner, il faut créer un layer. Pour avoir un trait interrompu quelque part, c'est un layer. Un trait d'axe, s'il y a des cercles aussi, c'est un layer. Tout ça, ce sont des entités. Ça aussi, c'est une commande, c'est pour faire break. C'est pour partager une figure. Cette pièce, c'est une pièce qu'on a dessinée en 3D et qu'on peut aussi dessiner en 2D. Ici, je peux aussi passer en mode 2D. Voilà, monsieur Afanou, je l'avais dit au début de cette émission, nous voulons voir les applications des sciences et technologies. Ce que les enfants apprennent en informatique, on l'applique à quoi pour résoudre quel problème? Ici, il s'agit de voir les choses d'une façon globale. Nous sommes malheureusement en Afrique dans un système d'enseignement cyclique et qui ne porte pas ses fruits. Nous devons nous poser des questions sur le fait que quels sont les apprenants que nous avons, quels sont nos besoins, quel type d'enseignement nous devons mettre en place pour pouvoir permettre aux élèves de s'épanouir dans l'école en fait. J'ai posé le problème aux élèves de la 5e l'année passée, que vous êtes à la maison et vous avez papa et maman qui vous laissent votre petit frère ou votre petite soeur qui est au CM2 et qui doit apprendre, doit réviser les capitales des pays de la CEDEAO. Ça, c'est dans le programme de tous les pays de la CEDEAO. Et vous avez des exercices de mathématiques et physique à faire. Donc, créez un programme pour lui permettre en fait de réviser son cours avec un ordinateur et pendant ce temps, vous allez faire votre exercice de mathématiques physique. Et donc, ces élèves que vous avez 12 ans, 13 ans, ils ont élaboré un programme professionnel qui fonctionne exactement comme j'ai demandé. Dans le programme, vous demande quel est la capitale du Bénin, quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire, quelle est la capitale du Burkina. Quand vous donnez la bonne réponse, il vous donne un point. Il dit bravo, il vous donne un point. Donc cette application, c'est d'abord la première chose, c'est que nous permettons aux enfants de concevoir et de fabriquer. Et ça, c'est très important pour eux. Ce petit programme, même si vous le vendez à 50 francs, pour les élèves qui sont dans l'espace CEDEAO, vous avez pratiquement 12 ou 10 millions d'élèves. Ça fait de l'entrée de l'argent pour cet enfant. Au-delà de cela, c'est un développement de capacité. Oui, je suis capable de créer un produit commercialisable. Quand je vais sortir demain de l'école, je ne vais pas aller chercher du travail, mais je vais déjà créer mon propre entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en dehors du fait que nous suivons le programme togolais, ces renforcements scientifiques, l'informatique appliquée, la technologie et le laboratoire sont des programmes français que nous avons inclus. Nous avons adapté notre système éducatif pour répondre aux besoins. Donc, l'intérêt de cette compétence est immense. Du fait que les cours qui sont donnés en mathématiques, vous avez une, 3x plus y égale à 0, par exemple, une équation à résoudre qui est d'ordre mathématique, et que l'enfant ne sait pas x c'est quoi, y c'est quoi. Nous ramenons ça en informatique. Et donc, l'enfant crée une variable. Quand on lui dit en mathématiques que x est une variable, en fait, il ne sait pas ce que c'est. Mais en informatique, quand il crée une variable, il sait exactement ce que c'est qu'une variable. Et ça lui permet non seulement de faire de l'informatique, mais de comprendre, de mieux comprendre le cours de mathématiques. Donc, ce que nous devons faire, c'est de créer un lien entre les matières et de conduire, en fait, ces acquisitions de compétences vers la mise en place de technologies et mettre en place ces technologies dans la population pour solutionner les besoins. Donc ça, c'est un aspect de l'informatique. On reviendra sur le complément technologique par la suite. Tout à fait. Alors, j'espère que, fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de comprendre que nous devons innover dans nos pratiques pédagogiques, dans les programmes, dans nos méthodologies, si nous voulons donner vraiment la chance à nos enfants qui sont
qui ont opté ou bien qui doivent logiquement s'intéresser aux maths et aux sciences, on doit leur donner, on doit créer l'environnement d'apprentissage qu'il faut pour qu'ils puissent développer les compétences marchandables, vendables demain. Et donc c'est tout cela que M. Afanou est en train d'expliquer pour nous dire que la nouvelle option aujourd'hui, c'est d'amener nos enfants à s'intéresser aux maths, aux sciences et aux technologies. Et c'est faisable parce que ça se fait déjà dans une des écoles, celle qu'il a créée. Alors, de l'application technique et technologique, nous allons vers une autre création que nous avons découvert là-bas, que nous avons trouvé assez intéressante, parce que ça crée quand même la différence avec ce que nous voyons d'habitude. Alors, vous savez qu'on a des feux rouges au niveau de presque tous les carrefours. Hein. Voilà. Quelle est la différence entre ce feu rouge que nous avons et ce que vous allez découvrir? Je vous laisse suivre d'abord et M. Afanou va compléter. Parce qu'effectivement, il y a une valeur ajoutée, il y a une création qui s'est ajoutée à ce que nous avons de façon standard au niveau de nos carrefours. Là, c'est un feu qui colloque qu'on a réalisé, nous les élèves de quatrième et nos professeurs. En fait, là, on avait fait l'année passée, mais avec des LED qu'on a fait sur une plaque de bord. Mais ici, on a mis des signaux qui commandent des relais. Et ces relais permettent d'allumer ces trois lampes, le rouge, l'orange et le vert. Là, le projet qu'on va mettre en cours après, c'est de placer une caméra ici. Comme ça, la caméra sera là. Dès que le feu rouge sera déclenché, ça va être activé, la caméra sera activée. Et les voitures, et les étudiants, les motos, bon, en général les véhicules qui vont violer le feu rouge, la caméra va enregistrer le plan d'immatriculation. Ici, on a une simulation barrière. Voilà, le problème qu'on a ici, c'est que dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos villages, on voit que les chemins de fer sont croisés par le passage des voitures, des motos, des piétons. Ce qui fait qu'en des accidents de motos, de voitures, le train qui écrase les gens par ici, par là. Donc, pour remédier à ce problème, nous avons conçu ici, qu'on n'a pas bien terminé, on va terminer par après, une simulation barrière. Et donc, les deux feux vont clignoter à 3 km du passage du train. Le train vient à 3 km déjà, on a les deux lampes qui clignotent avec un temps donné. Et donc, lorsque le train approche, une sonnerie va retentir pour avertir que le train vient. Et donc, la barrière va descendre pour bloquer le passage des voitures, des motos, des piétons. Là, même si tu es pressé, tu viens, comme la barrière bloque le passage, le train ne peut pas te renverser. Donc, nous avons conçu, nous avons bien finalisé cela avec les barrières, avec les sonneries, pour permettre à la population d'éviter les accidents de part et d'autre. Monsieur le fondateur de OPEM, M. Afanou, alors on a suivi ensemble le feu rouge qui a été conçu, fabriqué par les élèves et leurs enseignants au niveau de OPEM. La première chose qu'il faut relever, c'est que la mise en place, la fabrication de ce feu rouge, c'est tous des produits que nous avons assemblés nous-mêmes. Ce qui fait qu'à OPEM, nous pouvons équiper tous les carrefours au Togo avec des feux rouges et que nous pouvons gérer nous-mêmes depuis une salle de contrôle. Donc au lieu d'appeler, je dirais, des Chinois, des Européens, des Américains pour venir nous faire des feux rouges, nous sommes en mesure de les faire nous-mêmes. En dehors du fait que c'est un feu rouge qu'on a mis en place, il y a d'autres aspects. Le premier aspect, c'est que nous remarquons que au feu rouge, le gouvernement est obligé de placer des policiers à plusieurs endroits pour que des gens s'arrêtent quand le feu passe au rouge. Nous pensons que ce n'est pas normal. Les policiers ont plusieurs tâches à faire. Ce que nous avons pensé, c'est de placer des caméras. On va placer une caméra sur ce feu rouge et une seconde avant, comme Fidèle a expliqué, une seconde avant que le feu ne passe au rouge, vous devez savoir que normalement, si le feu passe au jaune, vous ne devez pas traverser. Voilà, le feu rouge, c'est pour la sécurité, ce n'est pas pour se précipiter à aller à un endroit. Voilà, donc une seconde avant que le feu ne passe au rouge, la caméra est activée et celui qui passe au feu rouge, donc il sera flashé et sa plaque d'immatriculation sera retenue et on met en place un système qui va envoyer les numéros de plaque directement aux services concernés. Nous, on est un établissement, une équipe de chercheurs et les services concernés vont infliger donc une amende aux fraudeurs, malheureusement. Ce que nous faisons par ici, c'est pas de sanctionner, mais c'est de sauver les vies. C'est de faire en sorte que
l'ordre soit respecté. Que les gens soient respectueux. Voilà, que des gens soient respectueux. Voilà, et que tout le monde respecte. Voilà, si je suis en retard, ou je suis souvent en retard, je dois régler ma montre pour pouvoir me réveiller tôt. Et quand le feu passe à l'orange, il faut s'arrêter pour respecter les piétons, les émijaman. Voilà. Le deuxième élément maintenant de ce feu rouge. Le deuxième élément de ce feu rouge, c'est que... C'est l'embouteillage, comment gérer l'embouteillage. C'est comment gérer l'embouteillage. Vous devez savoir qu'il y a des artères qui n'ont pas la même densité de circulation. Donc ces feux rouges sont connectés à notre salle de contrôle et en live, nous suivons le flux de circulation dans la société. Et quand nous regardons que il y a une artère qui est presque bouchonnée, voilà, au lieu que les policiers se mettent là pour faire la circulation, nous pouvons laisser le feu rouge, le feu vert pendant plus de temps, le temps normal, le temps qui est précis. On peut, sur base de 3 minutes par exemple, on peut aller jusqu'à 4 minutes pour faire circuler les voitures et puis après basculer sur le feu qui est sur la route perpendiculaire. Et ça permet de gérer la fluidité, la circulation depuis... Sans forcément la présence de... Sans forcément la présence... Non, sans forcément la présence d'un policier. On peut gérer ça, on peut augmenter la temporisation des feux à volonté depuis une salle de contrôle. Le troisième élément, c'est que nous développons des panneaux photovoltaïques qui doivent piloter ces feux tricolores pour que, même en cas de coupure d'électricité, des panneaux avec une batterie et un onduleur... Moi, je trouve ça vraiment très intéressant dans la mesure où le Togo s'est engagé dans le processus de décentralisation. Elle est effective déjà avec les élections législatives où les communes auront besoin de ressources pour fonctionner. Voilà. Et donc, si on met un dispositif comme ça et on inflige des amendes aux émidiamans et même aux voitures qui violent, eh ben, ça fait une rentrée d'argent. Ça fait une rentrée d'argent pour la commune et ça conscientise également. Bien, fidèles spectateurs, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission, mais nous allons retenir encore M. Afano pour deux petites questions. Monsieur Afano, nous savons que vous êtes un consultant aussi et vous travaillez avec l'Union africaine sur un programme de jeunes filles africaines aux carrières scientifiques. Oui. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'en est-il exactement? De quoi il est question exactement? Oui, il faut savoir que, il faut pas avoir honte de le dire, il faut savoir qu'en matière de sciences, les filles sont plus précises que nous. Ça, il faut honnêtement le dire. Moi, je suis un homme, j'ai fait beaucoup de sciences. Dans ma carrière d'enseignant, j'ai rencontré des élèves filles, mais il faut savoir que des pilotes, des ingénieurs, des architectes, des médecins qui sont des filles sont plus pointus que nous. Ça, il faut le savoir. Dans plusieurs entreprises en Occident, on cherche des ingénieurs, mais on donne des priorités aux filles en fait. Voilà. Et malheureusement en Afrique, la fille est souvent dans le commerce, vendre des pagnes, des bijoux, ou couture, coiffure. Je ne dis pas que ce sont des sous-métiers, mais nous, notre objectif c'est de voir des filles pilotes, architectes, directrices de chantier, conducteurs des travaux, ingénieurs. Et ça, c'est des choses que nous avons mis en place à OPEM. Et donc, nous travaillons avec plusieurs structures, dont cette filiale de l'Union africaine, où nous développons la jeune fille africaine avec les carrières scientifiques. Nous commençons très tôt. Déjà dans les classes primaires, CM1, CM2, nous faisons des manipulations. Ils ont déjà la dilatation, ils ont les conducteurs, les non-conducteurs, plus lourds que, moins lourds que, c'est-à-dire on ne peut pas aborder la notion de densité. Donc ces manipulations, on les fait, on ajoute l'informatique, la technologie, on les fait déjà dans plusieurs écoles, ce qui fait que les enfants se familiarisent et prennent goût en fait de la science. Donc quand vous avez abordé dans votre introduction que 73% de la population universitaire à Kara et à Lomé s'engage dans des filières dans lesquelles la probabilité pour trouver l'emploi est faible, je pense que c'est parce que les mesures ne sont pas prises très tôt pour orienter en fait les jeunes et surtout les jeunes filles vers ces carrières. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons à OPEM et nous encourageons vraiment les jeunes filles en fait à s'orienter vers les carrières scientifiques. Le temps imparti est déjà presque épuisé. Quel est le message que vous avez à l'endroit des enseignants, des parents, au vu des nouveaux défis concernant la motivation des élèves, la motivation des apprenants pour les sciences? Voilà, il y a deux choses. D'abord, les parents et les enseignants. Les parents, il faut dire que quand on met un enfant à l'école, c'est pour que l'enfant puisse demain se prendre en charge en fait. Donc, il faut penser à tout le processus qui conduira l'enfant à se prendre en charge. Malheureusement, les enfants arrivent, les jeunes arrivent jusqu'à un diplôme de licence et se disent, maintenant je fais quoi?
Et ça, c'est un drame parce que c'est une perte pour l'élève, c'est une perte pour les parents, c'est une perte pour l'État. Et donc, pour remédier à cela, il faut commencer très tôt la notion d'orientation. Nos écoles ne sont pas dotées de laboratoires, ce qui fait que quand l'enfant fait de la physique, il fait de la chimie, il fait de la mathématique, il fait l'informatique, on n'en fait pas en tant que tel, il ne sait pas en quoi il est bon. Donc, ce que je propose, c'est que les écoles disposent de laboratoires. Le laboratoire permet à l'élève d'identifier très rapidement en quoi je suis bon. Peut-être je ne suis pas bon en informatique, mais en électricité, je suis bon. Je ne suis pas bon en mécanique, mais en physique, en chimie, je suis bon. Et donc, les enfants peuvent s'orienter. Donc, l'enseignement doit être un enseignement qualitatif. Nous devons arrêter de mâcher ce qui est déjà, je dirais, broyé, en fait, ou déjà mâché, et de redonner la même chose aux élèves. Et ça, c'est dépassé. Donc, en ramenant la qualité de l'enseignement dans le cercle éducatif, ce que nous gagnons est énorme. On sort avec des jeunes qui ne cherchent pas du travail, mais qui créent du travail. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est vraiment encourager les enseignants à la formation. Nous organisons à OPEM régulièrement des formations au cours de l'année, durant les congés de Noël, durant les congés de Pâques. Même en cours d'année, il y a des profs qui viennent chez nous samedi pour se faire former, en fait. Se faire former pour eux-mêmes, pour s'épanouir et pour apporter le meilleur, en fait, aux élèves. Merci, M. Afanou. Merci, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie, débat thématique avec un invité. Je vais me faire rejoindre par ma collègue Dodo Waré pour les deux dernières rubriques, agenda éducation et actu éducation. Dodo, bonsoir. Bonsoir, ma sœur. Bien, dans la rubrique actu éducation et agenda éducation, vous avez des éléments de rentrée scolaire et puis des éléments pour nous annoncer les événements qui vont arriver en matière d'éducation dans le sous-secteur. Alors, qu'est-ce qu'on retient au niveau de actu éducation et qu'est-ce qu'on retient au niveau de agenda éducation? Démarrage ce lundi 16 septembre de la rentrée académique 2019-2020. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle a effectué une tournée dans les établissements publics et privés. Il s'agit pour lui de constater l'effectivité de la rentrée dans les écoles. Il se dit rassuré et invite tous les acteurs au travail bien fait pour une rentrée heureuse. Le droit à l'éducation ne se limite pas seulement aux enfants normaux. Ceux en situation de handicap, notamment ceux présentant des troubles mentaux et auditifs, jouissent également de ce droit. Les écoles spécialisées dans la formation de ces enfants ont également démarré la rentrée ce lundi 16 septembre. Nous avons fait un tour dans les écoles. Suivez. C'est la reprise des cours à l'école EFATA chez les handicapés auditifs. Ici, ils reçoivent le programme normal des cours, mais l'enseignement est basé sur le langage des signes. Monsieur Dinamé est parent d'élèves. Cette année, il change d'établissement à sa fille. Il vient l'inscrire à l'école EFATA qu'il juge complet. On était ailleurs, et dans une école. À un moment donné, on m'a dit que là-bas, c'est au C2. Du coup, au C2, ça veut dire c'est fini. Par des renseignements, j'ai demandé, on m'a fait savoir que c'est comme ça. Il y a une école qui est à Diolé ici. Bon, et depuis avant-hier, je suis venu voir les directeurs pour que je fasse inscription. J'ai demandé effectivement, on dit qu'il y a le jour à CM2. Aujourd'hui, la rentrée, je me suis dit, je vais l'amener pour qu'on fasse inscription. Je laisse suivre tout le monde. Bonne reprise de classe, que vraiment le bon dîner qu'elle les aide, ils vont évoluer comme les autres. Dans cette école de CM2, les cours ont déjà commencé. Le titulaire de la classe accueille à cœur joie ses nouveaux élèves. Les apprenants sont soumis à un test. À travers cet exercice de calcul, ils sont évalués pour être mieux encadrés. Selon les éducateurs, les effets des vacances restent encore visibles chez certains. C'est la première journée de la rentrée scolaire. Tous les enfants ne sont pas arrivés. Mais ceux qui sont arrivés, nous venions de faire une évaluation zéro. Et nous avons senti les effets des vacances, pensant que nous allons travailler à cela pour améliorer leur travail. Dans cette école, les cours se déroulent normalement. C'est le manque des fournitures chez certains et l'absence de quelques élèves, a laissé entendre le premier responsable de cette école. Ici, il fait le tour des classes pour constater l'effectif des élèves. La rentrée s'est bien passée chez nous à l'école EFATA. Par la grâce de Dieu, nous allons
prendre nos dispositions pour démarrer vite les cours, pour pouvoir vite finir le programme. Nous rencontrons des difficultés parce que les parents viennent sans fourniture. Même avec les anciens, ceux qui ont encore des enfants handicapés auditifs à la maison, nous leur disons que l'handicap n'est pas une fatalité, mais c'est un handicap, on peut le surmonter. Donc nous les invitons de venir inscrire leurs enfants. L'école EFATA dispose d'une cantine et assiste les enfants malentendants. Elle accueille les enfants handicapés auditifs du CI au CM2 depuis 1976 dans le quartier Djidjolé à Lomé. Ils ont repris le chemin des classes tout comme les autres apprenants. Sur le visage de ces enfants qui présentent des troubles psychiques se dégage une joie, celle de revoir leurs camarades et enseignants après 2 mois de séparation. Les premières heures de la rentrée à l'envol Hanoukopé sont consacrées à l'entretien des lieux. Aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir commencé la rentrée. J'ai revu mes amis et mes enseignants. Je suis content, j'ai mes amis. Très tôt le matin, il s'est réveillé pour se préparer. Il a même annoncé à tout le monde dans le quartier qu'il va commencer la rentrée. Il est tellement content d'aller à l'école comme tous les autres enfants. Kosiwa a porté son choix sur cette école spécialisée pour sa fille. Pour elle, c'est ici, dans cet institut médico-psychopédagogique IMPP L'Envol, qu'elle pourra être bien à l'aise et développer des aptitudes devant corriger ses troubles de langage. Un mal que la directrice prend soin d'examiner pour une éducation adaptée à la maladie de l'enfant. L'année passée, on l'avait inscrit dans une école normale. Mais cette année, on a décidé de l'amener ici pour qu'elle se sente plus à l'aise. Une amie m'a conseillé cette école qui est plus adaptée à son cas. Tout enfant qui arrive, on l'évalue et on voit ses potentialités et on énumère aussi ses difficultés. Et ce sont ces difficultés-là qu'on commence à prendre en charge. Nous avons un programme bien indiqué, mais on puise dans ce programme selon les enfants, les activités dont ils ont besoin. Par exemple, un enfant qui a des difficultés psychomoteurs, on met l'accent sur la rééducation kinésithérapie. Un enfant qui a des difficultés langagières, la rééducation orthophoniste intervient. Donc chaque jour avec cet enfant, on essaie de l'amener à bien prononcer les mots. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de difficultés psychomoteurs et c'est le retard, on l'accompagne à être au moins autonome. Les enseignants sont pour la plupart des éducateurs ou éducatrices spécialisés qui fonctionnent avec beaucoup de patience et d'affection. Chaque enfant avec son handicap est donc un objectif à atteindre pour chacun d'entre eux. Et ils sont prêts à tout pour la réussite de ces enfants. Nous sommes contents ce matin de retrouver nos enfants en bonne santé d'abord. Aussi, nous sommes contents parce que ça a repris. On est bien armés pour reprendre encore cette année 2019-2020 avec beaucoup de courage, beaucoup de patience pour qu'à la fin, les parents aussi soient satisfaits de nous et que nous aussi nous soyons satisfaits de nos enfants. La joie qui nous anime, c'est que beaucoup ont gardé ce qu'ils ont appris. On va tabler sur ce qu'ils connaissent déjà pour pouvoir avancer parce qu'on a des objectifs pour chacun. Ce que nous appelons le projet éducatif individuel. Chaque enfant avec un carnaval d'éducation. Donc on va revoir ça, réactualiser. Et la joie, pour tout enseignant, la joie, c'est de voir l'enfant arriver. La rentrée a démarré timidement dans ces écoles de formation psychopédagogique, certes, mais l'engouement au niveau des élèves encourage les enseignants à plus d'efforts pour satisfaire aussi bien les parents que l'autorité publique. L'éducation inclusive étant aujourd'hui au cœur des préoccupations pour l'atteinte de la cible 4 des objectifs de développement durable ODD 4. La rentrée scolaire a été également effective chez les tout-petits, c'est-à-dire les enfants de la maternelle. Quoiqu'un peu bruyante à cause des pleurs de ces enfants qui ont du mal à rompre avec la maison. Suivez.
Des pleurs à n'en point finir. Nous sommes au premier jour de la rentrée des classes au complexe scolaire Les Amandiers. À la session maternelle, la tâche n'est pas du tout aisée pour les jardinières communément appelées Tata dans la gestion des enfants dépaysés. En tant que Tata, pour les pleurs, on doit calmer les enfants. On doit les mettre au dos, les faire monter sur les jeux pour les calmer. Contrairement aux enfants qui ont encore la nostalgie de la maison, le petit Aurélien, amené par sa maman, semble très serein dans son nouvel environnement. Aurélien, il a 3 ans. Il est venu à l'école parce que je me dis que très tôt, quand un enfant vient, il s'habitue d'abord à l'école, il s'habitue à ses amis. Et donc quand il commence déjà très tôt, c'est une classe en fait. C'est pas qu'il va commencer les cours en même temps à écrire et tout ça là. Mais c'est une question d'habitude et tout. Donc dès qu'il s'habitue, les autres classes à venir, c'est plus facile. Je lui disais déjà tantôt que tu vas aller à l'école, demain l'école commence. Les chants, les jeux et l'éveil psychologique, bref, tout est mis en place pour permettre aux enfants de s'adapter à ce monde d'apprentissage dont ils font désormais partie. Mandier donne une importance pour les enfants de la maternelle parce que la réussite scolaire commence par la maternelle. On a équipé l'école maternelle avec beaucoup d'espaces de jeux, des jeux mis en place et aussi des salles de classe. Et tout est mis en place avec une cantine pour que les enfants puissent bien manger et qu'ils aient le goût de l'école dès la maternelle. L'ambiance est la même à l'école maternelle Sainte-Catherine d'Alessandrie, La Joie. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes à tous les enfants, à nos petits mignons qui sont déjà là et qui nous donnent la joie. Ce premier jour, c'est pas facile parce qu'il y a les pleurs de gauche à droite et d'autres qui veulent retourner à la maison. Ils ont la fièvre de la maison, ils ont la nostalgie des parents. Et c'est pas facile pour nous de les maîtriser. Mais on est arrivé à les maîtriser par les jeux et les petits jouets, les petits cadeaux. Et ils sont calmés, ça va maintenant. Certes, les premiers pas dans le monde scolaire sont difficiles pour ces enfants. Mais progressivement et très vite, ils vont s'habituer à cette nouvelle vie. La Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a pris part à Dakar au 9e forum sur les politiques éducatives. Suivez. Faire en sorte que l'éducation de qualité soit le socle du développement à l'horizon 2030. C'est la préoccupation des 39 coalitions nationales d'éducation d'Afrique francophone, anglophone et lusophone. Durant 3 jours, les membres des coalitions nationales d'éducation, appuyés par le Partenariat mondial pour l'éducation, la Campagne mondiale pour l'éducation et Oxfam Ibis, ont passé en revue à Dakar les évolutions et les défis du système éducatif dans leur pays. Pour ces questions, je crois que la problématique liée au financement durable et soutenable, innovant et domestique de l'éducation a été relevée par tous les participants. Mais aussi, à côté de ce financement, la redevabilité en termes de contrôle citoyen pour faire en sorte que la voix citoyenne, la lecture citoyenne puisse être prise en charge par les décideurs a été aussi invité durant ce forum. À travers les présentations, les discussions et débats, les coalitions nationales d'éducation ont relevé les problèmes liés au financement de l'éducation, à l'éducation inclusive, à l'éducation en situation de crise. Les coalitions se sont engagées à travailler avec l'appui des partenaires à relever ces défis. Et dans Agenda Éducation, retenez que le secrétariat technique permanent poursuit le processus de révision du plan sectoriel de l'éducation et d'actualisation des outils de planification sectorielle. Et aussi, le secrétariat technique permanent vient de réaliser la 2e enquête de suivi professionnel des sortants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le rapport de cette enquête sera finalisé la semaine prochaine pour être validé avant la fin de ce mois. Le 28 septembre prochain se tiendra à Kara au collège Chaminade une conférence suivie de débats sur le thème concertation familiale et réussite éducative des enfants. La rencontre sera organisée par l'association humanitaire familiale HF et va réunir parents d'élèves, directeurs d'école, enseignants et apprenants. Fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Dodo, merci pour l'avoir
a collecté toutes les informations dont on avait besoin. Et nous espérons que la moisson sera encore plus riche au prochain numéro du mois d'octobre. Bye bye.